Ok, bonjour tout le monde, on va démarrer. Donc, est-ce que déjà je veux m'assurer, est-ce que vous m'entendez bien? Ok, ok, super. Allons-y, donc on va démarrer notre online meetup mensuel du 10 décembre. Vraiment merci à tous ceux qui se sont connectés et à tous ceux qui vont se connecter au cours du meetup. On a préparé pour vous un certain nombre de sessions avec des sujets vraiment assez diversifiés quand même. Et nous avons prévu un total de 5 sessions tout au long de ce online meetup. Bon, je vais d'abord commencer par faire l'introduction et ensuite parler un peu de la conformité avec un outil qui s'appelle Microsoft Purview. Ensuite, Mamad Bassirou Bari va nous faire une deuxième partie de la suite de sessions qu'il fait sur Azure Virtual Desktop. Lors de la dernière session, il avait déjà fait une introduction sur la partie 1 et cette fois-ci, il nous fait la partie 2. Ensuite, on a un nouveau speaker dans le groupe. Bon, bienvenue à Komi Siabi. Désolé, j'ai raté le nom dans la présentation. Et qui va un peu nous ajouter de la diversité dans les sujets parce qu'il va surtout nous parler de Dynamics 365, Finance and Operations. J'aurai ensuite Goralei qui poursuit dans sa suite de sessions sur la sécurité. Après le Defender for Cloud, la dernière fois, il va nous parler de Microsoft Sentinel. Donc, il va nous dire en quoi ça consiste. Et enfin, on va terminer avec notre ami Gaston Doumbé qui se connecte avec nous du Canada et qui va nous partager des post-Ignite Sessions information sur Teams et ce sera la clôture. Donc, n'hésitez pas à partager le lien pour qu'on ait le maximum de personnes qui puissent se connecter. On assure aussi l'enregistrement. Laissez-moi vérifier. Oui, c'est bien en cours, l'enregistrement. Et à l'issue de ce meet-up, nous allons, disons, publier l'enregistrement. Voilà. Donc voilà la session que j'anime, introduction à la conformité Microsoft Purview. N'hésitez pas à poster vos questions dans le chat ou à activer votre micro et poser une question. Peut-être nous garderons certaines questions ou commentaires pour la fin de la session. Mais je vous rassure, ma session ne va pas trop durer. Ceci est juste une introduction sur le sujet de Microsoft Purview. Alors, je me présente, je suis Mohamed Amar Hatch. J'ai démarré ma carrière dans le domaine du génie électrique. Ensuite, j'ai changé de filière pour m'engager dans l'informatique. J'ai accumulé des expériences dans le domaine du développement logiciel. J'ai eu à développer sur .NET dans les années 2003-2004, sur les premières versions de .NET. J'ai aussi eu à faire de l'administration des systèmes et des opérations IT dans différentes entreprises. Et actuellement, ma concentration porte sur l'architecture de solutions cloud. Je suis fondateur et directeur d'une société qui s'appelle Netexio depuis 2017 et je suis consultant et formateur sur les technologies Microsoft. Actuellement, j'ai eu l'opportunité de faire plusieurs missions de formation, de conseil d'implémentation dans plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. Et j'ai l'honneur d'être Microsoft MVP depuis 2020. Nous sommes 3000 MVP dans le monde et nous avons la chance d'avoir dans ce groupe, dans cette communauté du Sénégal, plusieurs MVP aussi qui sont présents, qu'ils soient basés au Sénégal ou bien en France ou ailleurs dans le monde. Et je suis MVP dans la catégorie MS 365 Apps and Services. Donc, je vous laisse mon contact ici, mohamed@amarhatch.com. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des besoins de ressources ou des questions de follow-up par rapport à cette session ici. Donc, la session est titrée Introduction à la conformité avec Microsoft Purview.
Mais j'aime bien d'abord commencer par des définitions. Qu'est-ce que la conformité? Une fois qu'on l'aura bien défini, on pourra mettre en place les outils pour l'implémenter. Donc, j'ai pris une définition sur le site du Larousse. La conformité, parfois désignée par l'anglicisme compliance, désigne soit le fait de respecter des directives ou des cahiers des charges, soit le processus qui permet d'y parvenir. J'ai aussi d'autres euh, définitions de la conformité sur différents sujets. Être de deux ou plusieurs choses semblables entre elles, ressemblances, similitudes. État de choses qui s'accordent, qui se retrouvent en parfaite harmonie, concordance, accord. Mais c'est la troisième qui m'intéresse le plus, c'est les caractéristiques ou comportements d'un individu ou d'un sous-groupe lorsque ce comportement est déterminé par la règle du groupe ou par une autorité. On retient donc de ces définitions que dans notre entreprise, pour appliquer un certain niveau de conformité sur notre environnement cloud, cette partie de notre système d'information, nous aurons besoin d'un outil qui permette non seulement de fixer les règles, mais aussi de s'assurer qu'elles sont bien, comment dire, elles sont bien appliquées, elles sont bien suivies, et que les écarts par rapport à ces règles aussi peuvent être euh, identifiés et corrigés. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas en train de parler, s'il vous plaît, vous pouvez juste couper vos micros. Donc, voilà pour les définitions de la conformité. Continuons donc. Je continue aussi sur le terme de gouvernance. Donc, tout ça, c'est des termes qu'on entend souvent dans nos discussions, conformité, gouvernance. Mais il est important de pouvoir aussi les définir pour bien choisir les outils qui permettent leur mise en place. Donc, les stratégies de gouvernance, elles décrivent un ensemble de règles pour contrôler l'intégrité, la qualité, la sécurité d'accès, la confidentialité et la rétention des données. C'est donc plusieurs choses qui sont incluses dans cette définition-là. On a d'abord la stratégie d'intégrité des données, telle que avoir des valeurs valides, une intégrité référentielle. Aussi la stratégie de qualité des données, avec tout ce qui est normalisation, nettoyage, mise en correspondance des données. On a aussi la protection des données, avec des règles de sécurité d'accès et de confidentialité des données. Et aussi la rétention des données, pour gérer l'ensemble du cycle de vie, avec des règles de rétention, d'archivage, de sauvegarde. C'est donc plusieurs aspects qu'on doit mettre en place et que notre solution soit hébergée on-premise ou bien sur le cloud. Nous avons besoin d'outils qui permettent non seulement de définir ces stratégies, mais de les appliquer et de les suivre et de les améliorer aussi au fur et à mesure. Donc, une fois qu'on a parlé de ces besoins, je peux parler de l'outil qui permet de les mettre en place dans notre environnement MS365 et il s'agit de Microsoft PureView. Donc, ce nom de Microsoft PureView est un nouveau nom dans lequel Microsoft a encapsulé, a inclus plusieurs produits qui étaient déjà existants. Le terme de PureView va donc permettre d'uniformiser, de créer une gamme, un groupe de produits qui ont tous la même, disons, la même finalité, assurer la sécurité et la conformité. Premier élément par rapport à cette conformité, on veut faire un mappage unifié des ressources de données et de leurs relations. On va donc aller faire une découverte des données à notre disposition, qu'elles soient sur le cloud ou non. On va définir un glossaire de termes, que ce soit technique ou professionnel, pour la découverte des données. Chacun, dans le métier dans lequel il travaille, il a un ensemble de termes, de jargon métier et qui leur correspondent. Bon, personnellement, j'ai eu à travailler dans les telcos, chez un opérateur qui s'appelait Tigo à l'époque. Et je ne vous raconte pas le nombre de termes qui étaient spécifiques au jargon des telcos. Et je peux vous dire qu'au début, pour s'habituer à ces termes-là, c'était un peu, il fallait une bonne période d'adaptation quand même. On a ensuite une visibilité sur la gestion des données sensibles dans l'ensemble de notre infrastructure. Et pour définir une donnée est sensible, il faut déjà savoir qu'elle est là, la qualifier et lui ajouter un label qui indique qu'elle est sensible. Et à partir de ce label, on va mettre en place une politique, une stratégie
qui va appliquer nos règles par rapport à cette sensibilité-là. Et enfin, un partage des données sur place en quasi temps réel et un approvisionnement simple de l'accès aux données. Donc, PeerView concerne plusieurs produits. Ici, je vais surtout parler, dans la démo, je vais surtout m'appesantir sur les produits liés à MS365, mais vous voyez que sur ma console Azure, je peux créer mon espace de travail PureView qui va me permettre de créer une carte unifiée des données sur l'ensemble de mon infrastructure de données. Et je peux, vous voyez ici cette console Azure, sur mes différents data centers, sur leurs différentes zones, j'ai fait un inventaire de différents éléments de mon système d'information. Ici, je vois du SAP HANA, du Azure Data Lake Storage, des espaces de stockage AWS S3, etc. Donc, tout ceci peut être inventorié et ça facilite vraiment la documentation, la maîtrise de l'écosystème de, de données de notre entreprise. Sachant qu'on n'est pas forcément sur une seule solution cloud et qu'on évolue en mode multi-cloud. Donc, pour faire la cartographie, il faut aussi faciliter la détection des données. Et c'est pour ça que nous allons mettre en place un Microsoft PeerView Data Catalog, donc un catalogue des données. Et vraiment, cette partie catalogage des données, c'est toute une spécialité dans le domaine de l'informatique. Pouvoir inventorier les données, les cataloguer, les caractériser et ajouter dessus des métadonnées. On comprend la valeur d'où proviennent nos données grâce à une visualisation interactive et une traçabilité, et fournir aux data scientists, aux analystes, les données dont ils ont besoin pour leurs travaux de décisionnel, d'IA et de machine learning. Donc, tout ceci fait partie des fonctionnalités fournies aussi par Microsoft PeerView. Et une fois aussi qu'on a fait la découverte, le catalogage, la description et toutes les métadonnées, il faut aussi pouvoir faire le suivi par rapport à la sensibilité de ces données. Et Microsoft PeerView nous donne une vue complète de l'état de nos données selon leur catégorie de sensibilité. Donc, on a une compréhension complète des activités de gestion avec l'aperçu d'infrastructures de données Microsoft PeerView. Et quand je parle d'infrastructure de données, ce n'est pas uniquement les environnements cloud Azure, c'est aussi les données que vous avez on-premise, comme des bases de données SQL Server ou des serveurs de fichiers, par exemple. On fonctionne vraiment donc en mode hybride et aussi en mode multi-cloud. Depuis le début, on parle de données et après, la question qu'on se pose, c'est où sont nos données? Donc, elles se déplacent sur plusieurs clouds de différents fournisseurs. Et quand vous avez votre cloud privé, vous faites partie aussi de ce cloud-là. Elles sont stockées sur différents éléments avec différents modes de sécurité. Il faut bien pouvoir les inventorier. On voit ici que sur une étude menée sur 200 utilisateurs d'entreprise, disons aux États-Unis, mais qui date de 2019, on peut dire que depuis là, 3 ans plus tard, on est à peu près dans les mêmes tendances. On a des données sur un cloud public multiple avec plus un ou plusieurs clouds privés. Mais on voit que les données sur le cloud ont vraiment occupent une bonne partie une bonne partie comment dire, de l'occupation, de la répartition des données. On a une partie sur des clouds privés ou des clouds publics, monocloud ou multi-cloud. Et on a ces données qui transitent entre des espaces on-premise, des espaces sur le cloud, des applications SaaS, des bases de données locales, des bases de données sur le cloud, etc. Et donc, toutes ces données sont en train de transiter, de circuler, de passer d'un système à l'autre. Il faut donc pouvoir les identifier, les inventorier et suivre leur localisation. Et enfin, pouvoir les appliquer dessus des stratégies de gouvernance. On a donc le fait que la gouvernance des données devient de plus en plus interdisciplinaire. Première étape, c'est la découverte. Donc, quelles sont les données dont je dispose? D'où viennent les données? Puis-je avoir confiance? Ces informations sont demandées par le ou les responsables des données. Et quand je parle de données, il ne faut pas avoir une vision un peu, entre guillemets, sectaire de
de cet aspect des données. Le DBA peut penser que les données, c'est juste ce qui est dans sa base de données SQL Server ou Oracle. Le développeur d'application peut penser que les données, c'est juste ce qu'il a dans ses, je sais pas, ses fichiers de configuration et sa base de données strictement limitée à son application. Le comptable, pour lui, ces données, c'est ce qui est utilisé par le RP. Pour les RH, les données, c'est les dossiers des employés, les données confidentielles, la base de données du système d'information des RH. Pour l'équipe sécurité, l'équipe administrateur, les données, c'est peut-être les sauvegardes qu'ils font de leur serveur ou des bases de données. Ou pour l'équipe sécurité, le RSSI, peut-être que les données, c'est les logs qu'ils recueillent, les événements de sécurité qu'ils recueillent. On a donc une grande diversité des données selon la profession, selon l'angle par lequel on le regarde, selon le rôle dans l'entreprise. Il est bon donc d'avoir quelqu'un qui puisse jouer le rôle de responsable des données, qui a une vue un peu transversale et qui n'est pas limité par son rôle ou sa fonction. Donc après la découverte, il faut aussi que j'applique la conformité. Quel est mon niveau d'exposition des risques? Quelle est ma conformité par rapport, par exemple, à la régulation? Est-ce que dans mon pays, la loi me permet d'avoir des données qui sont hébergées ailleurs que sur le territoire national? Donc c'est une question pour laquelle il faut avoir la réponse. Et comment mettre en place une conformité par rapport à cela. Mon utilisation est-elle conforme? Comment contrôler l'accès et l'utilisation? Et qu'est-ce qui est requis par la réglementation X ou Y, les normes d'audit, les normes nationales, etc. Pour unifier en fait tous ces outils-là, on a le Microsoft Purview Governance Portal. On a disons, deux versants de ce portal-là. Au niveau des producteurs et consommateurs de données, on a le module Data Catalog qui peut aller se connecter aux sources de données on-premise, sur le cloud et vos applications SaaS pour constituer un Data Catalog et un mappage des données et de leurs métadonnées. Ce qui est ici marqué en bleu sombre, c'est déjà GA, Generally Available. Ce qui est marqué ici en gris, c'est preview au moment disons, de ce schéma-là. Et pour les data officers, on a les modules de data estate. Data estate, c'est-à-dire le suivi, l'inventaire, la vue globale de ces données-là. Et enfin, data policy, tout ce qui permet de mettre en place des politiques de gouvernance, de conformité sur ces données-là. Et ça va s'intégrer aussi avec d'autres outils Microsoft qui existent comme le Azure Synapse Analytics, le SQL Server, des données Power BI, Azure SQL et MS365. Et quand je dis MS365, j'inclus dedans tout ce qui concerne les emails, les données SharePoint, les données sur Teams, euh, les données OneDrive, etc. Donc voilà en gros la vue globale de ce Purview Compliance Portal. Bon, j'ai ajouté un lien ici vers la documentation sur la gouvernance des données Microsoft qui sert vraiment de point de départ par rapport à la découverte des fonctionnalités de Microsoft Purview. Donc, je vous préviens tout de suite, c'est une large gamme d'outils et je vous recommande de le prendre, disons, morceau par morceau. D'abord, selon le point sur lequel vous travaillez le plus, moi personnellement, je le commence sur les politiques sur MS365. Ensuite, euh, on peut s'attaquer à la partie découverte data catalog, discovery, estate, comment dire, data estate insights, donc l'inventaire. Et on a donc vraiment plusieurs modules. C'est plusieurs modules qui existaient déjà et qui sont maintenant regroupés sous le même parapluie de Microsoft Purview. Donc, j'ai préparé pour vous une petite démo par rapport à la mise en place de ces politiques. Donc, je suis connecté ici en tant qu'administrateur MS365 sur mon tenant MS365. Donc, me,
Dans mon menu de gauche, je me place directement sur mon centre d'administration de compliance. Vous avez remarqué qu'ici, j'ai deux centres d'administration avec disons, des espaces différents. Un admin center orienté sécurité et un admin center orienté compliance. Et lorsque je suis connecté sur mon admin center compliance, j'ai plusieurs éléments qui sont disponibles. Bon, bien sûr, on pourra revenir en détail sur comment dire, sur les fonctionnalités nécessaires, les licences nécessaires pour déployer l'ensemble de ces fonctionnalités-là. Donc voilà la page d'accueil de mon centre de conformité. J'ai ici la communication sur la compliance. Bon, ici, pas d'affolement. Mon compliance score est de 0% pour l'instant parce que c'est un tenant que je viens de créer juste pour les besoins de cette démo-là. Je peux avoir ici des alertes par rapport à la compliance, revoir la compliance de différentes applications par rapport à différentes normes et réglementations, comme le GDPR, le HIPAA pour la santé, les normes ISO 27001, SOC 1, FINRA. Peut-être on pourra rentrer tout à l'heure dans les détails par rapport à ces réglementations. Ensuite, qui dit données dit aussi utilisateur. Et là, j'ai un dashboard qui me permet d'avoir les utilisateurs avec le plus de données gérées. Aussi le Shadow IT, c'est-à-dire des éléments de cloud qui sont peut-être pas forcément sous mon contrôle, comme des utilisateurs qui prennent eux-mêmes des abonnements sur d'autres services cloud et qui les utilisent pour les besoins de l'entreprise ou personnel, sans forcément que l'IT soit au courant. Et donc, j'ai tout un ensemble de liens, de raccourcis, mais je vais d'abord m'intéresser ici à ce que j'ai sur mon menu de gauche. Et je vais me diriger directement vers la section Information Protection, donc protection de l'information. Un des premiers points pour faire appliquer une protection de l'information, j'ai mes données qui sont identifiées, mais je vais d'abord leur appliquer des labels. Un label, c'est juste une description que j'ajoute sur une donnée existante ou qui va être ou une description qui va être appliquée sur une donnée que je viens de créer. Par exemple, je peux créer un fichier et je vais exiger de lui appliquer un label. Je peux écrire un mail et je vais définir une policy qui fait que à l'écriture de ce mail, à la composition de ce mail, je dois obligatoirement le définir comme confidentiel ou général, public pour toute l'entreprise ou public généralement. Et Microsoft a déjà défini des labels, comment dire, des labels préconfigurés avec personnel, public, général avec des sous-catégories, anyone unrestricted, confidentiel, anyone, all employees, trusted people, ou highly confidential avec ses sous-catégories. Ce sont des labels qui sont préexistants. Pour l'instant, je vais pas trop les utiliser. Je vais plutôt vous montrer comment est-ce que je peux créer un label. Ensuite, comment je peux faire la publication de ce label. La publication permet de rendre ce label visible au niveau des applications. Des applications comme les applications bureautiques, Word, Excel, PowerPoint, etc. Des applications telles que la messagerie, mon email, et d'autres systèmes tels que mon système Teams. Donc, je vais créer un label et je vais le nommer ultra confidentiel. Je vais plutôt le nommer, disons, données financières. Je lui mets un nom aussi, display name, une description pour les utilisateurs. Ce label s'applique aux données de nature financière. Et une description pour les administrateurs aussi. Pour aller vite, je vais appliquer la même chose. Et je vais lui donner une couleur rouge, par exemple, pour l'apparence.
Donc ça, c'était juste le nom du label. Ensuite, ici, je vais spécifier sur quels items est-ce que ce label va s'appliquer. Est-ce qu'il va s'appliquer sur des items tels que des emails, des fichiers Office et même des éléments Power BI maintenant? Je peux l'activer ou non. Est-ce qu'il va s'appliquer aussi sur des groupes et des sites? Pour l'instant, ceci n'est pas encore appliqué. Il y a des étapes que je n'ai pas encore appliquées pour euh, prendre en compte les groupes et les sites. Et je peux aussi prendre en compte des labels qui sont définis au niveau de mon outil de cartographie Microsoft PeerView Data Maps. Et ça ajoute des schémas qui incluent des données telles qu'Azure, SQL, Synapse, AWS, RDS, etc. Bon, pour l'instant, je vais décocher ceci et je vais me concentrer sur les items. Et à partir de cela, j'ai deux options. Est-ce que j'applique ou non un cryptage pour fixer des permissions? Exemple de permission sur un email, c'est est-ce que j'autorise ou non le fait de transférer un email quand vous le recevez? Ou bien le fait de l'enregistrer sous ou de l'imprimer. Ça, ce sont des exemples d'autorisation rendus possibles par l'encryption. Pour l'instant, je ne vais pas le faire. Je vais plutôt me concentrer sur l'application de marquage sur le contenu, tels que des en-têtes et pieds de page personnalisés et des filigranes, des watermarks, des éléments qui apparaissent en arrière-plan du document. Pour l'instant, je vais me limiter à ceci pour aller vite dans l'exemple. Et j'ai sélectionné un label Content Marketing et je vais ajouter add a watermark, c'est-à-dire un texte au fond du document, et je vais le nommer confidentiel finance. Là, je peux lui donner une très grosse taille, comme par exemple 24 de police. Je lui donne une couleur, le texte rouge, et je mets le texte en diagonale. Save. Je vais faire la même chose pour le header, confidentiel. Pour l'instant, je garde juste le texte en rouge. Et pour le pied de page aussi. Donc, chaque document ou chaque email sur lequel ce label sera appliqué, il y a une politique que je vais ensuite définir qui va appliquer ce label-là. Pour l'instant, j'ai juste défini le label. Je parlerai ensuite de son application en tant que tel. Donc, confidentiel finance, là aussi. Bon, là, je le laisse black et je l'aligne au centre du footer, du pied de page. Et je clique sur Next. Donc, pour l'instant, je suis en train de définir les modalités de mon label. On parlera plus tard de son application. J'ai la possibilité d'appliquer des labels automatiquement. Vous savez, vos utilisateurs peuvent être un peu pris et ils n'ont pas forcément le temps, sur chaque fichier, sur chaque email, d'appliquer des labels bien spécifiques. Je peux donc créer des conditions pour appliquer un label automatiquement. Donc, qu'est-ce que, dans ce groupe de conditions, j'ajoute un élément. Par exemple, je peux aller rechercher des informations de type sensible et il y a des expressions régulières, des règles qui ont déjà été définies, qui font que si, par exemple, dans un email, il y a un code SWIFT qui est identifié, dans un contenu d'un email ou un contenu d'un document, s'il y a un code SWIFT, les codes SWIFT ont un format bien défini, qui sont utilisés dans le système bancaire pour les virements, à ma connaissance. Bon, je ne suis pas spécialiste de la banque, mais il y a une norme bien spécifique qui est le SWIFT. Donc, je veux que chaque document qui contient un SWIFT code, high confidence, bon, ça c'est un paramètre sur lequel je ne vais pas trop insister pour l'instant, mais tout élément qui correspond à ces critères, qui a du contenu qui correspond à ces critères, ce label va s'appliquer. Et je peux créer tout un ensemble de règles. Pour l'instant, j'ignore la partie Groups et Sites. J'ignore la partie Schematized Data Assets. Et voilà, j'ai créé mon label. Et ainsi de suite, au niveau de ma gouvernance de données, ceci n'est pas forcément un travail technique. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement l'IT qui va s'asseoir et définir les labels. C'est obligatoirement une discussion avec les entités métiers. Voilà. Donc, il faut s'asseoir avec eux, une catégorisation des données, définir quelles sont les catégories de données concrètes et ensuite mettre en place cette politique
cette politique de description des données. Donc là, je crée la auto-labeling policy, cette politique qui va identifier le contenu qui correspond aux conditions et appliquer dessus le label. Pendant qu'il travaille, je vais ouvrir une autre. OK, voilà, le auto-labeling policy est créé. Et voilà, je me retrouve ici dans la section Information Protection. J'ai mes labels, vous voyez ici, données financières qui a été définie. J'ai aussi un label policy, un auto-labeling policy qui devrait normalement apparaître après la publication. Et j'ai mon label policy qui définit comment est-ce que ces données sont appliquées. Vous avez remarqué ici, il y a un label que j'avais créé qui s'appelle Classified. Donc, je l'avais déjà défini, je l'avais appliqué le scope, c'est-à-dire la portée de ce label, c'était File, Email, Schematized Data Assets, et j'avais défini un watermark. Donc, c'est un travail que j'ai fait au préalable. Ce label, je l'ai créé, je l'ai publié pour qu'il soit accessible au niveau des applications, et je l'ai fait en avance parce qu'il faut savoir que quand vous publiez un label, il n'est pas disponible immédiatement pour utilisation. Il faut parfois attendre jusqu'à 24 heures, c'est indiqué dans la documentation, pour voir l'utilité de ce label-là. Bon, là, je vois qu'il me reste juste quelques minutes. Euh, Concrètement, comment est-ce que ça se passe pour l'utilisation de ces labels? Je vais faire deux exemples. Un exemple dans ma messagerie, voilà, et un autre exemple au niveau de mon espace de données SharePoint. Allons-y d'abord pour la messagerie. J'avais défini que dans ma politique d'application des labels, chaque fois que un utilisateur envoie un email, il faut qu'il applique un label. Et ça, c'est juste la première étape. Une fois que ce label est appliqué sur une donnée, après, on peut mettre en place les politiques de protection, de gouvernance, d'archivage, de rétention, etc. Donc, cette partie définition des labels est vraiment clé dans notre projet de protection de l'information. Allons-y, je compose un nouveau email. Je vais l'agrandir. Voilà. Et vous voyez ici, bon, je vais me l'envoyer. Et j'utilise cette adresse et je vais mettre un sujet, exemple voilà, rapport financier, par exemple. Voilà, et je choisis de l'envoyer. Voilà ce qui se passe pour l'utilisateur. Dans ma politique d'application des labels, j'ai exigé que l'utilisateur définisse un label. Your organization needs to add a sensitivity label to this email before you send it. Et là, je retrouve ici les différents labels que j'avais définis. Vous remarquez que le label données financières que j'avais créé tout à l'heure au début de cette démo n'apparaît pas parce qu'il y a un certain délai entre... Bon, déjà, je ne l'ai pas publié, mais même si je l'avais publié, il faudrait un certain délai avant qu'il apparaisse. Je le nomme donc Classified et je l'envoie. Je peux regarder dans mes autres éléments envoyés. Par exemple, je m'étais envoyé hier. Et je vois des éléments sur lesquels cette rétention est appliquée. Et vous voyez ici déjà, dans les labels de rétention, je vois le classified qui a été appliqué. Bon, là, je n'ai pas mis de politique de protection qui fait que comment dire, le transfert, etc., ce ne sont pas des actions que j'ai empêchées pour les données labellées classified. Donc, je vais quitter. Ça, c'était pour la messagerie. Vous voyez donc, pour chaque élément, je peux fixer des éléments ici pour chaque élément de email que j'ai, je peux utiliser des éléments de classification dans le mail que j'ouvre. Autre élément, c'est avec les données SharePoint. Et j'ai un exemple de données un exemple que j'appelle projet classifié.
Et j'ai un espace SharePoint où j'ai des documents que j'ai stockés. Donc, Bassirou, excuse-moi juste quelques minutes et je termine ma partie démo. Je suis dans les dernières minutes. Donc, j'ai un document que j'avais déjà créé hier et sur lequel j'avais appliqué ce label-là. Bon, à l'œil nu, quand on est sur la version online de Office, on voit pas trop les éléments qui ont été appliqués. Mais quand je vais dans View et que j'active le header and footer, vous voyez ces éléments-là, classified en haut au centre et le bas de page, ils ont été appliqués automatiquement. C'est pas moi qui les ai appliqués, c'est étant donné que ici, dans les labels de sensitivité dans mon menu Home, le classified avait été appliqué. Et ça change en fait la nature de ce document-là. Et je peux voir que sur mon espace de stockage, donc SharePoint, mon espace de collaboration SharePoint, lorsque je crée un nouveau document, voilà, j'ai vraiment la possibilité, après avoir mis du texte, etc., j'ai la possibilité de définir ici un label. OK, still loading. Voilà. Remarquez, quand j'ouvre mon document, j'ai un message fixé par les administrateurs d'information. This organization requires you to enter a label. Et je sélecte le label. Et cette fois-ci, ce n'est pas forcément classified, mais je peux mettre highly confidential, all employees, et je le fixe. Et le fait d'avoir fixé ce label-là, derrière, il y a toute une mécanique de protection, de rétention, de cryptage qui peut se mettre en place. Il n'y a rien d'automatique, tout ça, ce sont des politiques très, très, très personnalisées qui peuvent être fixées par les administrateurs de l'information. Et c'est comme cela qu'on a juste traité une partie de ces fonctionnalités de Azure Purview. Ici, je me suis juste concentré sur les labels de protection de l'information. Il y a d'autres types de labels ici, comme les labels de rétention. Il y a vraiment beaucoup à faire sur cette partie compliance. Et la sécurité, en fait, pour conclure, c'est plusieurs couches. La sécurité et la conformité, c'est plusieurs couches. Et il est important non seulement de mettre des éléments au niveau réseau, au niveau système, etc., mais aussi au niveau données, et en particulier sur les données, sur vos données sur le cloud. Donc, comme je dis souvent, c'est pas parce que vos données sont sur le cloud que c'est public ou bien que toute la sécurité se fait elle-même. Vous, en tant qu'administrateur système, en tant que data officer, en tant que responsable sécurité et conformité, vous avez la possibilité de définir des politiques de conformité, des politiques de sécurité et les appliquer sur vos données cloud. Donc voilà pour la session, cette petite introduction que j'avais prévue pour vous. Euh, je ne sais pas s'il y a des questions ou si on peut passer directement à la prochaine session. Bon, là, j'ai activé les micros. Si vous avez une question, vous pouvez juste activer votre micro et poser la question. Bonjour. En fait, moi, j'aurais une question sur Purview. Oui, Bon, en fait, si par exemple, on a des bases de données, par exemple Oracle ou MySQL, en fait, des bases qui ne sont pas Microsoft, comment, en fait, on fait la liaison, en fait, comment on met des labels, etc., pour que ça passe sur Purview? Est-ce que ça existe ou pas encore? d'accord. Bon, là, pour essayer de répondre à ta question, je repartage mon écran. Pendant que tu posais la question, j'ai fait une recherche rapide des PeerView Data Map Available Data Sources. OK? Et là, pour notre travail en tant qu'architecte aussi, c'est toujours bon de connaître les sources de données disponibles. Bon, bien sûr, là, on voit ces différentes sources de données Azure, tout ce qui est Azure Ok. Cosmos, DB, etc. Côté base de données, je vois ici Amazon RDS, MySQL, Oracle, MongoDB, Postgre, SAP HANA. Et là, je peux voir dans le détail
qu'est-ce qui est included ou non. Technical metadata, classification, lineage, access policy ou data sharing. Et quand je regarde sur la partie Oracle, j'ai le technical metadata qui est disponible et j'ai la classification. Je reviens sur mon Oracle. Bon, par contre, la partie Oracle, la classification est disponible. Voilà. Et je peux aller cliquer sur mon Yes pour voir en détail comment est-ce que je peux register au niveau de ma data map des bases de données de type Oracle. Bon, là, je constate que le Oracle, c'est en mode preview. Donc, peut-être que ça va bientôt évoluer avec les différentes releases. Donc, à ce stade, je ne peux pas encore te répondre directement par rapport au Oracle parce que ce n'est pas un cas que j'ai encore appliqué. Pour l'instant, c'était appliqué uniquement à du SQL Server. Mais effectivement, la documentation est assez complète et je peux faire me connecter, create and scan runs et scanner les bases de données qui sont en tout cas supportées et faire une découverte de mes données et appliquer dessus des labels. Ok, d'accord. Ok, merci. Hein. Ouais.